migration depuis chez eux, en Angleterre et aux États-Unis. Et puis pour le début du cycle Frontières, Ramon Capa, l'architecte, est venu des Grisons sur place, même si nous ne pouvions être que 4 à l'écouter en présentiel. Aujourd'hui, personne n'est au pavillon Cycli. Notre invité, Olivier Weber, est à Paris actuellement. Et il était plus sage de ne pas venir jusqu'à Genève dans les circonstances que nous connaissons. Les frontières nous paraissent aujourd'hui plus hermétiques que jamais. Et c'est bien de frontières qu'il s'agit aujourd'hui. Quand nous avons pensé ce thème il y a un peu plus d'une année déjà, rien ne nous laissait imaginer la situation que nous connaissons aujourd'hui. La libre circulation, même si chahutée par moments, nous paraissait acquise en Europe. Avec la pandémie, la situation a malheureusement bien changé, du moins temporairement, on l'espère. Malgré cela, la Maison de l'Architecture et ses partenaires sont heureux de continuer coûte que coûte ce cycle de conférences malgré les restrictions actuelles. Grâce à la technologie du streaming, nous espérons même ouvrir ces conférences à un public éloigné de Genève et ainsi faire rayonner au-delà le travail de nos intervenants et la culture du bâti contemporaine. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook. Cette conférence sera un dialogue, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les conversations des 2 plateformes précitées. On les prendra au fur et à mesure. Dans ce contexte, nous sommes honorés de recevoir ce soir Olivier Weber, un homme qui a passé une bonne partie de sa vie à traverser, voire transgresser des frontières. Olivier Weber, journaliste et correspondant de guerre, a travaillé aussi bien pour la presse anglo-saxonne que française. Il travaille également pour la télévision et a réalisé plusieurs films. Olivier Weber est avant tout écrivain voyageur. Il publie des récits de voyage, donc, comme le livre intitulé Frontières aux éditions Paulson. Mais il publie également des romans, faisant fi, on peut dire ainsi, des barrières littéraires, s'il y en a. Pour ses écrits, Olivier Weber reçoit de hautes distinctions. Je citerai là notamment le prix Joseph Kessel et le prix Albert Londres. Alors moi, je me dis déjà face à tout ça qu'il faudrait plus d'une vie pour faire tout ce qu'Olivier Weber a fait, mais Olivier Weber a fait plus, en effet. Il a d'abord été berger de montagne dans le Mercantour, à la frontière entre la France et l'Italie. Olivier Weber étudie l'économie, puis fait une thèse en droit international sur l'intangibilité des frontières issues de la colonisation en Afrique. Et pendant 5 ans, il devient ambassadeur de France itinérant chargé de la question de la traite des êtres humains. Il lutte ainsi contre l'esclavage et le trafic de migrants, entre autres, via un travail de résolution multilatérale aux Nations Unies. Et dans ce cadre, il négocie des frontières. Alors Olivier Weber, les frontières, j'ai l'impression qu'elles vous habitent. Et vous avez vous-même habité les frontières, vous avez parcouru leur topographie, vécu avec leur population. Vos livres viennent témoigner d'une réalité de ces frontières, une réalité à laquelle la plupart d'entre nous ne sommes jamais confrontés. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une question de définition. De manière très générale, quelle est votre perception des frontières? Comment est-ce que vous qualifieriez ces territoires? La frontière, d'abord, est l'objet de beaucoup de malentendus. C'est vrai qu'on a eu tendance, depuis quelques années ou quelques décennies, à remettre en question les frontières, et deuxièmement, à assimiler les frontières avec des murs ou des barrières. En fait, les frontières ne sont pas, comment dirais-je, totalement hermétiques. Ce ne sont pas des murs, même s'il y a l'érection de murs autour de villes ou entre des États. Mais une frontière, en fait, elle est presque construite pour qu'on la traverse, en fait. La frontière, et j'ai voulu justement mettre à bas un petit peu mon expérience, aussi modeste soit-elle, quand je suis parti donc pendant 2 ans pour écrire sur les frontières au pluriel, donc depuis les montagnes entre l'Iran et l'Irak jusqu'à Menton, à la frontière franco-italienne, qui avait beaucoup traversé Nietzsche d'ailleurs, et en compagnie de ses écrivains voyageurs ou philosophes. Et j'ai voulu écouter les gens qui habitent aux frontières. Qu'est-ce qui se passe? Dessinez-moi une frontière, pour paraphraser donc Saint-Exupéry. Et en fait, c'était étonnant parce que même pour les migrants, même pour les militants des droits de l'homme en Afrique, etc., il y avait des définitions presque à contresens pour moi, en fait. Grosso modo, nombre de ces passeurs, de ces migrants plutôt, de ces voyageurs transfrontières veulent des frontières. Est-ce qu'une frontière, elle est constitutive? Et pour moi, pour répondre à votre question, une frontière, d'abord, elle est définissante. La frontière permet de reconnaître
l'altérité, permet de reconnaître le voisin, permet de reconnaître éventuellement l'ancien adversaire. Donc elle est bornante, elle est limitative, elle est démilitative, et en même temps elle est cognitive. Et c'est une façon d'esquisser à la fois l'extérieur et l'intérieur d'une entité, en principe un État ou un État-nation. Et un État-nation ne peut pas se définir sans ses frontières. Pendant des siècles et des siècles, il y avait ce qu'on appelait les limes ou les confins des grands empires. Mais c'était des empires un petit peu élastiques et évidemment conquérants, batailleurs, qui essayaient d'annexer les territoires, donc de nouvelles frontières par le glaive et évidemment par le sang. Et donc, pour répondre à votre question brièvement, la frontière, elle n'est pas négative. La frontière, elle est constitutive d'une entité, d'un État-nation, d'une culture. Alors même après, on définira un petit peu ce que c'est, si vous voulez bien, le distinguo aussi entre les frontières politiques et naturelles. Et puis on verra qu'il y a aussi des frontières paramétrées, entre guillemets, définies par des sociétés dites traditionnelles. Avec les aborigènes d'Australie, c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on appelle les songlines, les chants des pistes. C'est-à-dire quand je veux acquérir une vallée ou un plateau, je chante. Alors évidemment, ça serait la mort du cadastre et la mort des actes notariés, surtout des notaires. Mais en tout cas, dans l'espace australien, ça a été possible, on va dire, dans les siècles précédents. Et c'est magnifique comme métaphore. Comment une tribu traditionnelle ou un peuple traditionnel arrive à acquérir par la symbolique et par le chant, donc des espaces qui sont des espaces tangibles et pas que symboliques. Donc voilà, je dirais que la frontière, elle est définissante, elle est aussi définissante d'une citoyenneté, en quelque sorte. Donc, encore une fois, de la constitution d'un peuple, d'une culture, et permet justement de délimiter l'exercice de la souveraineté d'un État. Donc, je dirais que un État digne de ce nom, avec ses fonctions régaliennes, fonctions économiques, de sécurité, douanières, etc., a besoin effectivement de frontières. Donc oui, il y a vraiment une poésie de la frontière que vous évoquez ici. Vous parlez souvent de la frontière comme un pays C entre le pays A et le pays B, et c'est un pays en tant que tel, vous dites, la frontière. Oui, c'est fantastique parce que c'est, par exemple, si je vous donne deux, trois exemples de frontières entre la Turquie et l'Iran, ou entre l'autre côté, entre l'Afghanistan et le Pakistan. L'Afghanistan et le Pakistan, c'est une frontière qui a été dessinée par un, un Sir Durand, qui avait un nom français, mais qui était britannique, au service de l'armée des Indes, et qui a tracé d'un coup de stick cette frontière dans la montagne, plus ou moins, les fameuses zones tribales aujourd'hui, mais en fait, il a séparé le même peuple qui s'appelle les Pashtuns. C'est un cadeau empoisonné pour des siècles et des siècles, divide to rule, comme on disait à l'époque du Raj, de l'Empire britannique. Et donc, si vous prenez cette frontière, par exemple, c'est vrai qu'il y a un pays A, par exemple, qui est le Pakistan, qui est vraiment l'héritier de l'Empire des Indes britannique, de l'Empire des Indes, avec son frère ennemi l'Inde, et de l'autre côté, l'Afghanistan. Et c'est très drôle, d'ailleurs, quand on passe cette frontière, que j'ai passé plein de fois, clandestinement, légalement, pour les rejoindre quelquefois même des talibans ou des trafiquants, eh bien, vous rentrez dans un, vous sortez de l'Empire, en tout cas, vous sortez d'un État constitué, qui est le Pakistan, et vous rentrez dans, j'allais dire, middle of nowhere. Très souvent, c'est ça, quand on passe la frontière pour aller en Afghanistan, on est dans un autre monde, pratiquement, évidemment, un monde de violence aujourd'hui avec les talibans et Daesh Khorasan, qui est l'État islamique local. Et donc, pour répondre à votre question, c'est très étrange parce que cette zone frontière, qui est assez longue, hein, qui fait plus de 1000 km, eh bien, c'est presque un pays différent, effectivement, parce qu'il y a des mouvements, il y a une dynamique, il y a une pénétration des deux côtés, bien sûr, des échanges, la contrebande, donc échanges légaux, échanges illégaux, beaucoup de corruption avec les éléments étatiques des deux côtés. Et donc, j'ai souvent eu l'impression, surtout pendant ces 2 ans de traverser des frontières pour ce livre, Frontières, qui est un livre moins géopolitique que d'essais littéraires, on va dire, parce qu'encore une fois, je parle de Goethe, de Cervantes, de Dos Passos, de Nietzsche, etc., voire de Rimbaud. Et surtout, ce sont les gens qui habitent les frontières ou qui traversent les frontières qui m'évoquent justement ces confins, ces limites et ces limites. Et effectivement, j'ai eu l'impression, franchement, que sur ces zones frontalières, hein, ça peut être quelquefois 1 kilomètre de large, quelquefois 10 kilomètres de large, eh bien, on a un autre pays, on a un pays C ou une entité C, où les services secrets agissent différemment, où les États agissent différemment, on laisse passer des marchandises licites ou illicites, de la drogue en particulier. On permet aussi de soulever le couvercle de la cocotte minute afin qu'il n'y ait pas trop de rébellion. Regardez la frontière entre la Libye et la Tunisie, c'est vraiment explosif parce qu'en Libye, évidemment, c'est un pays en guerre actuellement, mais la Tunisie du Sud est une zone extrêmement pauvre et le gouvernement de Tunis a peur des émeutes. Et donc là, on fait en sorte qu'on puisse
faire passer du pétrole de contrebande, quelquefois des armes, quelquefois du hashish ou du cannabis, et donc de manière à justement soulever le fardeau économique des populations. Donc il y a une sorte de souplesse, et je dirais que les frontières ont un syndrome d'élasticité assez fort et qui n'est pas inintéressant à observer quand on est écrivain et quand on est voyageur. Ça, justement, ça me fait penser aussi à ce personnage incroyable dans votre livre, au début, à la frontière irano-irakienne, je crois, Sherwan, qui est votre chauffeur et votre accompagnateur dans ce bout de voyage, et qui dit: les frontières sont d'autant plus belles qu'elles s'avèrent compliquées, car elles reflètent la complexité des peuples. Donc là, Oui, de on retrouve voilà, ce vécu, en fait, cette humanité de la frontière. oui, absolument. Alors, c'était un personnage incroyable parce que j'essaie de vous retrouver la photo à la frontière iranienne. Voilà, là, on est en Irak et de l'autre côté, derrière ces montagnes, c'est l'Iran. Et là, on est entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Et puis, il y a un poste frontière qui s'appelle Ajamran. Et là, vous voyez d'ailleurs des filles iraniennes arriver avec leurs petits amis garçons, donc franchissant la frontière en voiture. Et tout d'un coup, du côté irakien, alors c'est quand même un pays en guerre, on se découvre, on enlève le tchador, on découvre son vernis à ongles ou son rouge à lèvres, etc. Et donc là, il y avait Sharwal, effectivement, qui était lui un réfugié iranien de ce côté-là de la frontière, là où nous sommes, un peu plus haut, là, là où il y a la neige. Et il y avait une petite station-service au bord d'un ravin et il ne voulait pas trop s'approcher de la frontière qui était à 150 mètres parce que c'était un réfugié politique. Il avait peur, effectivement, d'être kidnappé. C'est déjà arrivé, y compris ici même, là, on voit dans ces montagnes, avec 3 trekkers, des jeunes marcheurs américains, une femme, Sarah Sourde, et puis deux étudiants, et ils ont été kidnappés carrément à la frontière et emmenés par des passes d'Aran du côté iranien pour mieux pouvoir négocier entre guillemets avec l'État américain. Et donc c'est une frontière extrêmement poreuse, extrêmement dangereuse, que traversent d'ailleurs les Kurdes. Là, je suis avec des Kurdes sur cette photo, et on la traverse avec des Kurdes parce que les Kurdes sont donc voisins et cousins très souvent des deux côtés de la frontière. Et c'est fantastique comme rencontre parce que vous avez cette porosité dont je parlais tout à l'heure, cette perméabilité des frontières, puis en même temps, bien sûr, là en l'occurrence, une frontière politique extrêmement tangible parce qu'il y a eu une guerre entre ces deux pays dans les années 80 qui a fait plus d'1 million de morts. Et donc, le poids de l'histoire est encore assez récent et encore assez toxique, on va dire, sur ces populations environnantes de la frontière. Et ça me fascine de voir justement ces mouvements, ces échanges, ces rêves aussi de la part des populations partagées par une frontière qui est quelquefois arbitraire. On en parlera évidemment, une frontière, et je réponds aussi à votre question de tout à l'heure, du début du débat. Une frontière, elle est très souvent inique, elle est très souvent arbitraire, parce que décidée évidemment par des États, quelquefois sur le dos de populations locales qui se trouvent habitées aux frontières. On en parlera peut-être tout à l'heure avec l'Afrique et le congrès de Berlin de 1884 en particulier. Et donc, quelquefois, je parlais aussi de cette frontière afghane et de cette frontière pakistanaise tout à l'heure. Eh bien, tout d'un coup, vous avez donc un officier britannique je vais vous montrer la carte d'ailleurs, vous allez voir, qui trace, vous voyez en bas à droite, Afghanistan-Pakistan, le Pakistan étant la partie jaune, qui trace donc une frontière avec un stick, un bâton carrément sur une carte, ne connaissant pas vraiment toutes les subtilités du Waziristan, de différentes zones tribales, etc. Et donc, on peut qualifier quelquefois historiquement les frontières sinon d'iniques, en tout cas de fixation arbitraire par les États. Mais elles sont là en même temps, comme disait Hegel à propos des montagnes en Suisse, elles sont là, et donc les frontières, il faut faire avec. On en parlera peut-être tout à l'heure avec le raisonnement politique des chefs d'État africains dès qu'il y a eu l'indépendance et la première réunion de l'OUA, Organisation de l'Union africaine, en 1964, donc 4 ans après la majorité des indépendances au Caire. Et là, on a décidé de ne pas toucher à ce principe donc d'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Et donc là, c'est un principe de droit international qui est un principe d'empirisme, de pragmatisme, parce que sinon, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et moi, ce qui m'intéressait, avec, y compris surtout ce voyage, mais aussi les voyages pour mes livres, et auparavant, quand j'étais grand reporter pour mes différents reportages, on va dire, c'était de traverser une frontière, de m'y arrêter aussi quelquefois, et en l'occurrence pendant 2 ans pour ce livre, pour connaître l'état d'esprit de la population avec des surprises incroyables et surtout des rencontres humaines. Je n'ai pas un axe analytique dès le départ, je n'ai pas une vision ex ante a priori, c'est plutôt le résultat de ce que
produisent les discours de ces populations rencontrées. Alors ça peut être des personnages extrêmement positifs comme des humanitaires, beaucoup d'humanitaires femmes, parce qu'on sait que dans la société civile, donc dans les ONG du Sud, ce sont principalement des femmes qui les représentent, qui les fondent en particulier, et puis des médecins, des journalistes, des voyageurs, et puis alors, de l'autre côté de l'échelle, un peu plus négative, donc des passeurs trafiquants de migrants, puisque je me suis occupé de ça évidemment quand j'étais ambassadeur de France pendant 5 ans, et des trafiquants, et évidemment des représentants des États qui sont, eux, hautement corrompus, des douaniers véreux, des policiers, évidemment, qui sont corrompus, etc., etc. Donc ça fait une sorte de mélange assez incroyable de ces populations frontières qui vivent des frontières, qui essaient de la traverser, de la transgresser, comme vous disiez tout à l'heure, parce que, évidemment, il y a cette volonté d'échange économique ou simplement d'échange humain. Et puis après, bien sûr, un taux de profitabilité assez élevé pour certaines institutions. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai pris votre livre sur les frontières, j'ouvrais le livre avec la connaissance de toute votre expertise et j'ai été surprise de voir que vous l'avez quelque part presque laissé derrière vous, même si vous veniez avec votre bagage, votre expérience, donc vous saviez, vous connaissiez qui, qui allait voir ou pas voir, vous saviez faire attention là où il fallait, on le sent dans le livre. Mais c'est vrai que vous allez vraiment à la rencontre des gens qui sont sur place et je me demandais au fond quel impact ça avait eu aussi sur vous. Vous parlez de surprises, de belles rencontres, mais est-ce que ça a remis en question certaines idées que vous aviez Oui, 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 énormément, parce que moi, pendant 20 ans, pour mes livres et mes reportages, j'ai franchi ces frontières. On la voit, là, Pakistan, Afghanistan, j'ai franchi ça à pied, quelquefois sans manger, l'hiver, quelquefois dans une ambulance, avec des combattants du commandant Massoud. J'ai franchi plusieurs frontières, évidemment, en Afrique et ailleurs, en Asie, en Amérique latine, très souvent légalement, mais souvent aussi clandestinement. Mais en même temps, quand j'étais reporter de guerre, en tout cas, je n'avais pas vraiment comment dirais-je, vocation à m'arrêter à la frontière. Je voulais passer au plus vite parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'il y avait de l'autre côté et évidemment d'arriver à destination. Ce qui était compliqué une fois sur cette frontière que l'on voit, j'ai refusé de monter dans la voiture de mon passeur parce qu'il c'est un islamiste et j'ai perdu 11 jours, mais je crois que ça m'a sauvé la vie. Ça s'est fait un petit peu de manière non pas analytique, mais instinctive et l'intuition vous sauve, sinon je crois que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, j'ai essayé de mettre à plat et aussi mon passage au Quai d'Orsay en tant qu'ambassadeur de France, que j'ai négocié des frontières aussi non seulement politiques, mais des frontières maritimes, puis des frontières humanitaires, puisque j'ai négocié les droits de l'homme et la lutte contre l'esclavage, je rappelle la traite des êtres humains, la TEH dans le jargon de l'ONU. Et puis, troisièmement, cette expérience de doctorat de droit international, je n'ai pas soutenu ma thèse, mais elle est pratiquement terminée, elle était pratiquement terminée sur les frontières en Afrique. Et c'était passionnant d'avoir cette expérience par les résolutions de l'époque, donc sur la constitution des frontières en Afrique. Et quand j'ai voyagé pendant ces 2 années, justement, je me suis dit, Olivier, tu vas mettre à plat, tu vas mettre dans ton sac toutes tes idées reçues, tout ton modeste savoir et écouter les gens. Et je donne un exemple. À la frontière, qui est une frontière presque maritime, à Tanger, vous voyez, au bout du Maroc, on est dans la montagne en pleine nuit, dans ce qu'on appelle les ghettos avec oui, des migrants africains. Il y a le village des Camerounais, les villages des Nigérians, le village des Ghanéens, etc. Puis ils essaient de passer. On voyait à 1300 mètres d'altitude à peu près les montagnes, le bout des montagnes, pardon, et de l'autre côté, au-delà du détroit de Gibraltar, les lumières du monde qui intéressaient ces migrants, donc qui étaient l'Espagne et les lumières d'Algésiras, au-delà du détroit de Gibraltar. Et alors c'était passionnant parce que avec ces jeunes Camerounais avec lesquels j'étais, ces jeunes Sud-Soudanais, que j'ai retrouvés pour certains à la fin du voyage, en bas de la vallée de mon enfance, s'appelle la Roya, dont l'embouchure est en Italie à 20 000, eh bien, ces jeunes me disaient à 20 ans, 22 ans, nous, on veut partir, on veut quitter notre pays. Alors, et pourquoi ça a duré des nuits d'inquisition, en tout cas d'interviews, c'était passionnant. Mais parce qu'on veut réformer notre pays, parce qu'on veut mettre à bas les dictatures, parce que tout simplement, on veut passer notre baccalauréat, ou devenir médecin, ou ingénieur, et un jour revenir, etc. Et puis je leur disais, mais évidemment, vous n'avez pas envie des frontières. Et ils me disaient, mais si, on a besoin des frontières. Je leur demandais pourquoi. Alors certains me disaient, parce que sinon, ça serait la victoire de la mondialisation la plus totale, la plus aberrante, y compris sur le commerce. Et deuxièmement, c'était une réponse qui revenait plus souvent, l'abolition des frontières
serait la victoire de la loi du plus fort, donc des dictatures, qu'elles soient les dictatures des anciens empires, qui sont d'ailleurs à la rencontre, on le verra peut-être sur une carte tout à l'heure, au Moyen-Orient, sur le Kurdistan, l'ancien empire russe, qui est la Russie d'aujourd'hui, l'ancien empire perse, qui est l'Iran d'aujourd'hui, l'ancien empire ottoman, qui est la Turquie aujourd'hui. Et évidemment, ces anciens empires qui ont un tropisme de néo-empire ne veulent pas entendre parler des droits de l'homme. Et en Afrique, ces jeunes Africains me disaient, mais nous c'est pareil, évidemment, s'il n'y avait plus de frontières, et qu'est-ce que c'est, me disait-il, que ce mouvement qui s'appelle No Borders, qui disent que le problème dans le monde, c'est les frontières. Ils disent, mais ça serait la victoire des plus grands dictateurs, de Poutine, donc à Omar Bachir, enfin, qui n'est plus au pouvoir au Soudan, il était encore à l'époque, ou à Isaias Afwerki, que je trouve avoir connu dans les maquis de l'Érythrée, qui est maintenant président de l'Érythrée et qui est l'un des pires pays dictatoriaux au monde. Donc voilà, donc c'était étonnant parce que bon, je me suis promené aux frontières avec tous ces écrivains que je mentionnais tout à l'heure, qui ont traversé aussi des frontières clandestinement lorsqu'ils étaient reporters de guerre comme Jack London ou Hemingway, mais aussi des écrivains voyageurs comme Dos Passos, Nietzsche et même Goethe, que je qualifie d'écrivains voyageurs. Eh bien, voilà, c'était être totalement nouveau à ces idées et surtout entendre en fait les populations locales qui chantaient littéralement leur hymne des frontières, alors en demandant aussi un respect des populations locales, mais en même temps, le plus souvent, un maintien ou une révision des frontières, mais en aucun cas, ou vraiment à la marge à ce moment-là, une abolition des frontières. Là, moi, je repense à votre personnage qui est plutôt à la fin du livre, qui s'appelle Marco à Menton, et qui dit: le cycle des migrations transcende celui des frontières. Le nomadisme ne trahit pas l'ordre frontalier, il le légitime. Et j'ai trouvé intéressant toute cette réflexion en fait sur le nouveau nomadisme, on pourrait dire, ou est-ce que le nomadisme nous a jamais quittés, mais on avait un peu cette impression d'ancrage dans les zones villas à une certaine époque, où on devait s'enraciner, fonder des familles à un endroit pour pouvoir prospérer. Et puis on a de plus en plus moi je le perçois comme un retour, on va dire, au nomadisme. On a aussi, par exemple, le mouvement des tiny houses, où les gens vivent dans des caravanes, comme ce Marco justement à la fin du livre. Et voilà, je me disais, comment est-ce qu'on pense les frontières à l'ère de l'anthropocène, de l'interconnexion et de la surmobilité? Comment est-ce que vous voyez ce mouvement-là, en fait, entre ceux qui veulent passer, mais qui se heurtent à des frontières assez hermétiques, et ceux qui vivent leur vie sans domicile fixe, mais parce qu'ils l'ont choisi, en fait? Oui, alors bon, très souvent, ce nomadisme peut se faire évidemment à l'intérieur d'un espace délimité de frontières, mais évidemment, quand on est citoyen d'un pays du Nord, un pays a priori nanti, on peut voyager, c'est très facile de voyager. Quand on est français, américain, canadien, allemand, suisse, pour aller vers un pays du Sud ou vers l'Asie centrale, qui est une terre extraordinaire, enfin un territoire extraordinaire, les anciens pays en stand de l'ex-URSS, on les voit d'ailleurs au-dessus de la carte de l'Afghanistan, pour certains d'entre eux, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan. Turkménistan, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à y voyager, mais en tout cas, il y a des montagnes extraordinaires et on peut avoir ce sentiment de passage en tant que nomade transfrontalier. Sur le besoin de nomadisme, voilà, c'était une des thèses du livre. Je crois qu'on aime voyager, on a besoin de voyager parce que, en fait, c'est une pulsion des origines. Et la sédentarité est une phase, on va dire, d'acclimatation de l'espèce humaine. En tout cas, dès il peut y avoir des piqûres de rappel, elles sont là pour nous dire qu'on a été dans le mouvement pour des générations évidemment très, très anciennes, il y a des milliers d'années, et on a ce besoin-là, encore une fois, de voyager. Alors, est-ce qu'il faut absolument traverser des frontières? Je dirais que oui, mais on peut aussi s'accommoder de rester dans un espace déjà assez grand, hein, comme certains pays du Nord. En tout cas, ça se mélange, ce besoin de nomadisme et de dépassement de frontières. Alors là, évidemment, avec la crise sanitaire, qui est un profond bouleversement, et c'est un truisme, c'est un petit peu une simplicité de le dire, mais en tout cas avec plein de conséquences économiques, politiques, psychologiques, de mentalité collective, peut-être aussi de la fin de certains rêves de voyager au bout du monde, etc., avec l'intégration d'un coût carbone, l'intégration d'une responsabilité au niveau de l'impact écologique, on va revoir les horizons différemment. Mais en tout cas, vous savez, quand on regarde la carte du monde, parce que je fais partie de la Société des explorateurs français, j'espère que certains de nos membres nous regardent ce soir, il n'y a plus de terra nullius, c'est-à-dire de terres qui sont inconnues. Il n'y a plus de terra incognitae, tout a été découvert. Il n'y a plus ces blancs sur les cartes et les mappes mondes du début du siècle. En tout cas, on peut voyager,
dans des espaces lointains ou moins lointains avec le cœur. Et pour moi, ce qui m'intéresse dans l'aventure, que je développe à la fois dans les expéditions, dans les voyages, mais aussi dans les livres, et je crois que le roman, c'est aussi la représentation, pas forcément imaginaire, mais par la fiction, d'un besoin d'aventure ou d'un besoin d'horizon. Moi, j'ai rêvé depuis mon enfance à des horizons lointains, mais qui peuvent être aussi des horizons littéraires, des horizons mélancoliques. Et la mélancolie m'a servi un petit peu de vecteur ou de cheval d'arçon. Et cette remise en question actuellement, avec évidemment la crise sanitaire, peut nous permettre d'aller au fond de cette recherche, de cette quête, avec le cœur, avec les yeux grands ouverts. Il n'y a rien de pire, vous savez, que de... Je ne critique pas le tourisme de masse, j'en fais partie, mais il n'y a rien de pire que de voir des gens qui sont allés au bout du monde, qui sont restés en Afrique ou ailleurs, dans un camp pratiquement pour voyager avec des barbelés tout autour, pour ne surtout pas serrer la main ou voir le local, l'autochtone, l'Africain. Il en va de même en Asie. Et ce qui est important, à ce moment-là, il ne faut pas voyager. Ce qui est important, c'est la rencontre, c'est voilà, partager et rapporter éventuellement quand on a quelque chose à dire, rapporter la parole de ces gens rencontrés. Mais en tout cas, il n'y a rien de plus beau que le contact. Et il n'y a rien de plus horrible, on va dire, dans le voyage que l'absence de contact. Donc, s'il n'y a pas de contact, ou s'il n'y a pas de volonté en tout cas de dialoguer, de palabrer avec les gens du territoire qu'on va visiter, autant rester à la maison. Moi, j'appelle ça l'esprit des caravanes, en fait. Voyager avec le cœur, s'arrêter à l'escale, au fin fond d'un désert ou dans une auberge, mais aussi dans un hôtel d'une grande ville, et puis essayer de rencontrer les gens, ouvrir son cœur. Ça, c'est important. Alors, j'en profite parce qu'on parle de littérature, quelque chose qui est vraiment très, très cher à votre cœur. Et on avait notre première question de Fabienne sur YouTube qui nous demandait, enfin vous demandait, vous êtes un homme de frontières également à travers votre écriture. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre, entre guillemets, entre réel et imaginaire dans votre Ah écriture? oui, c'est une très bonne question. Merci Fabienne. Oui, c'est une question complexe en même temps parce que je crois qu'il y a rien le plus représentatif du réel que la fiction. C'est-à-dire qu'on peut transcender le réel, qui est difficile quelquefois à expliquer, par un roman ou par une fiction. Et quand je voyage dans certains pays, y compris les pays en guerre, quelquefois les romans me renseignent davantage qu'un essai, un document. Pourtant, je me renseigne énormément avant de partir. Et c'est Michel Serres, le philosophe, qui aimait beaucoup la montagne, lui aussi d'ailleurs, qui disait un roman peut valoir jusqu'à 100 essais ou 100 thèses. Et je suis entièrement d'accord. Et donc, je veux un petit peu transcender ou expliquer quand je traverse un pays ce que je ressens, donc ça passe par le roman, mais un roman peut aussi rassembler plusieurs expériences. Et puis, il y a d'autre part la parole des populations locales. Alors, quelquefois, c'est un personnage que j'ai rencontré, qui est quelqu'un d'extraordinaire, connu ou pas connu. Hein. Ça peut être, voilà, je suis avec mes amis afghans dans cette montagne qu'on voit là au-dessus de la carte. On est là à 3-4 000 mètres en Afghanistan, pas très loin de la vallée de Djoum, qui est la vallée de l'opium. Et au-dessus, il y a une mine derrière la tête de mon ami à droite. Il y a les mines de lapis lazuli. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, c'est ces pierres un peu bleues, même très bleues, pardon, nervurées d'or. Enfin, c'est pas de l'or, mais c'est une nervure dorée. Et, euh, et voilà, donc pour parler de ces gens-là, mais ça peut être aussi parler des gens qui m'ont vraiment marqué. Je pense aussi au commandant Massoud. En particulier, là, je crois que je vais vous montrer une photo de. Voilà, ça, c'est le livre, la confession de Massoud, qui est un roman que j'ai dédié à Massoud, qui était déjà mort. J'étais présent d'ailleurs à l'enterrement. Et ça, c'est une photo de Reza qui a permis la couverture du livre. C'est un roman. Bon, là, c'est l'enterrement du commandant Massoud, hein, quelques jours après les attentats du World Trade Center, parce que lui était assassiné donc 2 jours auparavant. Et Massoud est là. Et voilà, parler de ces gens-là, mais encore une fois, ça peut être les deux personnes qui sont derrière Massoud, derrière son bras levé, des gens de la vie de tous les jours. Et quelquefois, on se dit, et c'est ça la beauté du métier d'écrivain voyageur, c'est on est là pour 2 heures et en fait, on va passer une semaine avec des gens, essayer de raconter leur vie, et qui est souvent une vie à caractère universel. Donc voilà, pour répondre à la question de Fabienne, euh, même si j'écris un roman à Paris, j'habite à Paris en plein Bastille et je vis mes droits d'auteur et j'ai beaucoup de chance.
mais en même temps, j'ai besoin d'aller sur le terrain. Même si j'écris un roman historique, par exemple, sur le jeune Cervantes, qui a 27 ans, avant d'écrire Don Quichotte, a été capturé sur un bateau en Méditerranée par les pirates barbaresques d'Alger, qui étaient souvent des chrétiens convertis à l'islam, et qui demandaient des rançons. Et les rançons étaient rapatriées maintenant, à l'époque, non pas par Western Union, mais par des moines qui arrivaient de Corse, de Marseille, de Barcelone ou des villes méditerranéennes. Et donc, pour écrire ce roman historique sur le jeune Cervantes capturé à 27 ans, mais qui était dans une prison dorée, dans un palais, on va dire, à Alger, eh bien, j'ai besoin d'aller sur le terrain, même si ça n'a rien à voir. C'est, comment dirais-je, sentir la pulsion du monde et la rumeur du monde. Et ça, c'est important. Je me nourris comme ça, en fait. C'est quelquefois plus important pour moi d'être sur un plateau au fin fond du Cambodge ou dans une forêt au fin fond de l'Amazonie que d'écrire tout le temps au même endroit à Paris, même si ça n'a rien à voir. Donc voilà, ce rapport entre le réel et l'imaginaire est pour moi extrêmement fort. Et j'en ai besoin à la fois pour écrire le réel, des reportages ou des essais, je lis des romans, et l'inverse, pour écrire des romans, je m'inspire évidemment de tous ces compagnons de route et bien sûr de ce que je vois sur le terrain. C'est plutôt émotionnel et intuitif qu'autre chose. C'est vrai qu'en vous lisant, on a vraiment cette impression que face à la frontière, il y a un potentiel d'imaginaire sans fin. Je recite un autre personnage de votre livre, Marina, qui vit du fleuve qui sépare la Guyane française du Suriname, et qui disait: le fleuve ici n'est pas un fleuve, mais une frontière ingrate et pleine d'espérance. Et on sent un peu toute cette dichotomie qu'on retrouve dans d'autres frontières que vous avez visitées, où on a à la fois toute cette population. Alors il y a les passeurs, il y a les migrants qui eux ne veulent que passer, donc ils appartiennent pas à la frontière tout en la faisant évidemment, mais ceux qui vivent sur place, on livre. Oui, absolument, parce que ces humanitaires ou ces membres de ce qu'on appelle la société civile, donc les ONG, grosso modo, qui ne font pas que de l'humanitaire médical, c'est pas du développement, assister des femmes battues en Afghanistan, parce que là, on est encore une fois sur les photos d'Afghanistan et du commandant Massoud, et ce sont ces citoyens qui essayent d'améliorer le sort du monde. Je crois beaucoup à ça. En fait, vous savez, en politique internationale, dans les relations internationales, les acteurs classiques que sont les États, bien sûr, avec des frontières fermées, et puis les instances internationales du type ONU, ce qu'on appelle les OI, organisations internationales d'ailleurs, qui régissent actuellement les frontières. On passe devant l'ONU donc pour négocier des frontières terrestres, il y en a très très peu qui se négocient. En tout cas, c'est vrai pour les indépendances des États. Et en même temps, je fais une parenthèse, il n'y a jamais eu autant de production de nouvelles frontières que depuis ces dernières décennies. Pourquoi? Parce qu'entre autres, et pas simplement, il y a eu l'éclatement de l'ex-URSS. Et plus l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, donc scindé d'abord en 6, puis après en 7 États, et ça a fait à peu près 26 000 kilomètres de frontières nouvelles depuis 1991. Ces frontières-là, donc, sont des frontières étatiques, qui sont négociées, y compris à l'ONU. Donc, vous avez d'un côté les États. Deuxièmement, vous avez donc les organisations internationales de type ONU qui permettent par des conventions donc onusiennes de négocier en droit international ces États. Et puis troisièmement, c'est un acteur émergent, et ça je l'ai beaucoup enseigné à Sciences Po Paris, qu'on appelle donc les acteurs de la société civile. Et là, ils jouent un vrai rôle dans les relations internationales. Et vous avez deux types d'acteurs non étatiques. Vous avez les bons, en quelque sorte, la société civile, les humanitaires, les médecins sans frontières de Genève, puisqu'il y a MSF Suisse, mais aussi d'ailleurs et de plus en plus dans le Sud, ce mouvement sans frontiériste. Et puis deuxièmement, ce qui est beaucoup plus négatif, le crime organisé ou le crime transnational organisé, CTO, comme on le dit là aussi dans le jargon onusien. Et alors évidemment, je dirais que les humanitaires ont besoin de traverser les frontières pour soigner, pour apporter de l'aide au développement, pour apporter de l'aide aux populations en guerre et aux réfugiés, qu'on ferait la Syrie d'aujourd'hui et bien d'autres pays en guerre. Le Yémen, malheureusement, ne peut pas y rentrer. Et puis, les trafiquants, donc, essayent de rentrer dans un pays ou d'en sortir pour pouvoir écouler leurs marchandises avec l'aide des États. Et là, je vais vous parler justement de la drogue, en particulier donc en Afghanistan. Et ça m'a toujours fasciné de voir cette hypocrisie des talibans. Voilà, là, on est dans une plaine vers Kandahar, qui est l'ancienne capitale religieuse des talibans, et on est dans un champ d'opium. Vous savez, c'est pas ce gentil coquelicot, c'est cette fleur de pavot à opium qui permet, en l'incisant, on voit d'ailleurs, les bulbes sont scarifiés, en l'incisant de récolter une sorte de pâte épaisse qui s'appelle l'opium, qui permet de faire l'héroïne. 10 kilos d'opium
faut 1 kilo d'héroïne. Et là, ces mollahs qui sont avec moi ce jour-là en Afghanistan me disaient, mais on peut le faire, parce que je les pressais de questions en disant, mais attendez, vous interdisez l'alcool, mais pourquoi vous n'interdisez pas l'opium et l'héroïne? Ah, ce n'est pas marqué dans le Coran. Il y avait une grande hypocrisie. Bon, finalement, il y a eu une fatwa pour interdire, et d'ailleurs, sous peine de mort, la production d'opium, et dès qu'il y a eu les attentats du 11 septembre, ça a repris. Et donc, les trafiquants vont avoir besoin à la source de cette production, des paysans afghans et bien sûr des mollahs et des talibans, des mollahs radicaux et des talibans, et puis bien sûr des douaniers, de certaines forces d'institutions aux frontières pour pouvoir passer leurs marchandises. Et alors c'est incroyable parce que sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'Afghanistan, eh bien, ce qu'on voit, c'est que les pays en stand de l'ex-URSS donc, sont des routes des trafics, avec la mafia russe, quelquefois iranienne et afghane. Et vous avez carrément la mafia qui achète des routes au kilomètre. C'est-à-dire, je veux 200 kilomètres pendant 3 mois, donc j'achète la route, j'achète le maire du village voisin, j'achète le commissaire de police qui est payé 200 $ par mois, je lui en donne 1500 à 2000, etc., etc. Et puis on peut écouler la marchandise, en l'occurrence des armes ou de l'héroïne afghane qui se vend au départ 4 000, 5 000, 6 000 $ le kilo, donc en Afghanistan, et qui peut être écoulé jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros à Genève, en bas de la maison de l'architecture, non, je plaisante, pardon, et, ou à Paris, en bas de chez moi, ou à New York, ou à Berlin, ou à Londres. Donc vous vous rendez compte, la péréquation, le taux de profit, d'ailleurs, la drogue, enfin l'héroïne, les drogues en général, les drogues sont les marchandises qui ont le plus fort taux de péréquation au monde, le plus fort taux de plus-value entre 1 kilo au départ et 1 kilo à l'arrivée, sachant que c'est recoupé. Donc évidemment, ces trafiquants-là, mes chers amis talibans, achètent en fait carrément les institutions, le passage des frontières. Là, je suis dans le nord de l'Afghanistan et regardez la personne qui est à ma droite, qui est en rose, c'est le mollah de Faizabad. Et le mollah de Faizabad paye le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque pour certains de ses fidèles, avec le champ d'opium qui est derrière cette maison. Donc voilà, vous vous rendez compte un petit peu l'effet d'économie directe, indirecte de la drogue qui impacte la vie locale, l'économie locale, les sous-économies locales, de l'immobilier, du marché de la voiture. Pardon de le dire, et du marché des femmes, on ne le dit pas assez, les mollahs, très souvent, qui ont 4 femmes, ce sont des mollahs trafiquants, parce que 4 femmes, c'est 4 familles. J'ai même vu d'ailleurs la famille de Mollah Oumar à Kandahar, pas très loin du champ qu'on avait tout à l'heure. Donc Mollah Oumar avec 4 femmes, le chef des talibans, donc et il fallait nourrir 4 familles. Donc c'est souvent l'argent de la drogue qui le fait. Il y a une grande hypocrisie là-dessus, y compris de la part des autorités locales en Afghanistan, mais pas que. On l'a vu aussi en Iran ou ailleurs. Donc voilà, c'est ça aussi la frontière. Et pour répondre à votre question, oui, il y a ce mouvement de dynamique du trafic, et qui est pratiquement un trafic légal. Donc, est-ce que le mot trafic a encore un sens? Du commerce illicite qui est devenu licite, parce qu'on fait passer des armes, on fait passer de la drogue, on finance des guerres avec la drogue en particulier, parce qu'encore une fois, c'est assez facile de négocier non pas des tankers de pétrole, mais quelques kilos d'héroïne pour payer des armements, pour payer des assassinats, etc. etc. Donc oui, c'est violent, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait surtout, au-delà de ces contacts avec les passeurs, les contrebandiers, les trafiquants, les policiers véreux, les douaniers corrompus, c'était de passer du temps avec les gens du coin, en fait, et voilà, qui m'ouvrent leur cœur, et avec ces rappels sur ces maîtres en littérature que j'ai cités, de Goethe à Rimbaud, de Nietzsche à Dos Passos, etc. C'est vrai que là, on touche à la question aussi de la frontière éthique. Il y a un peuple qui est cher à votre cœur, c'est les Kurdes, Oui, avec le combat au Kurdistan. Et vous parlez d'eux et vous dites, voilà, les Kurdes, ils se définissent aussi comme un, comment le dire, comme un peuple qui est une frontière. C'est une frontière contre certains extrémismes et ils se battent contre, même s'ils n'ont jamais obtenu leur pays, qui est le Kurdistan. Et je me demandais si vous pouviez un peu élaborer là-dessus et sur la notion de l'individu, ou en tout cas d'un peuple qui peut être une frontière contre certaines dérives, qu'elles soient politiques, sociales ou autres. tout à fait. Et absolument, juste pour finir sur l'Afghanistan, regardez, là, c'est une saisie de drogue. J'étais en montagne, très très loin, avec des policiers, et le policier qui est en bas à gauche vient de faire une saisie sur un âne, sur un âne. Sur un âne, le trafiquant a pu partir alors qu'il courait à peine, il était devant moi à 100 mètres. Et en fait, je crois que c'est un peu une opération montée, mais là, le policier a saisi 3 kilos d'héroïne. Vous les voyez, là, elles sont là devant, la poudre blanche. Et derrière, c'est de l'opium.
Et on redescend ensemble, on est très très haut en montagne, à 3000 mètres, on redescend encore 5 heures de route pour aller dans un petit village qui s'appelle Bazara, qui fait 2000 habitants, qui est à 2400 mètres d'altitude à peu près, ou pas loin. Et à la fin de la journée, dans sa petite garnison, avec les militaires, que fait le commandant de police qu'on voit ici, me propose d'acheter l'héroïne, Ouais. carrément. Doigts à pound, c'est-à-dire 4000 $ le kilo. Évidemment, j'ai refusé, mais c'était incroyable parce que sans gêne aucune, j'étais là pour écrire un livre avec un ami, Dimitri Beck, qu'on va peut-être voir en photo tout à l'heure. Et voilà, donc sans gêne aucune, on est sur la. Voilà, c'est lui, Dimitri. Là, on est très, très haut en montagne. On s'est échappé après, mais c'était assez chaud. Et voilà, pour vous donner une idée de cette corruption frontière qui existe, et là, il s'agit d'une des forces de police. Et pour revenir au Kurdistan, oui, ça. C'est une région qui est chère à mon cœur. On voit les zones de peuplement kurde entre la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Turquie. C'est 30 à 40 millions de Kurdes à qui on a promis un État en 1920 avec le traité de Sèvres. Et patatras, 3 ans après, au traité de Lausanne, la jeune armée turque dirigée par Atatürk a imposé aux vainqueurs de 14-18 donc d'avoir d'autres frontières et donc on a refusé donc cet État qui était promis pourtant aux Kurdes. Et les Kurdes, pour moi, c'est presque, ce sont des amis d'une part, et leur Kurdistan au pluriel, parce qu'il y a plusieurs Kurdistans, certains sont autonomes, on le voit avec le nord de l'Irak, vous voyez Dohuk, Mossoul, Erbil, bien que Mossoul ne soit pas au Kurdistan, c'est le Kurdistan irakien qu'on appelle le Kurdistan régional, au gouvernement régional du Kurdistan, au nord de l'Irak, et deuxièmement le Rojava, qui est au-dessus de Sinjar en Syrie. Je m'y suis rendu il y a quelques mois encore. Et là, il y a des expériences d'autonomie. Ce n'est pas simple parce qu'aucun État en veut, ni la Turquie évidemment, ni l'Iran, ni la Syrie, ni l'Irak. Donc il y a des négociations, il y a des guerres, et ces combattants et ces combattanteux sont extraordinaires parce qu'ils s'opposent justement à ces dictatures ou ces nouveaux empires, et donc ça donne des guérillas qui sont là depuis des années, effectivement. On va voir le leader de la résistance kurde qui a été président de ce gouvernement régional du Kurdistan, donc c'est Massoud Barzani, là, qui est au milieu, en turbané, et qui a bataillé, que je connais depuis 30 ans. Et donc, voilà, on est dans un Kurdistan, là, on est dans un village détruit au nord de l'Irak, et derrière, il y a Daesh. Enfin, Daesh, depuis, a été évincé par les Kurdes. Voilà, on est sur la même ligne de front. Le combattant s'appelle Razak, il a 60 ans. Juste derrière ce mur, vous avez très très proche donc, les combattants de Daesh, avec des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens, des Russes ou Tchétchènes, des Français. Un Allemand converti a été tué pas très loin de là, à quelques centaines de mètres. On pense que c'était en fait un converti à l'islam. Et voilà, donc c'est ce genre de bataille que mettent ce qu'on appelle les peshmerga, donc les combattants de la mort. C'est surtout les combattants, je crois qu'on va les voir tout de suite là. Et vous voyez là, ce terre-plein de terre à droite, eh bien c'est donc la ligne de front, et derrière, donc ça fait 1,80 m. Moi, je suis obligé de me baisser quand j'arrive. Derrière, il y a Daesh, il y a quand même des mines pour se protéger. Et donc, c'est ça aussi, la ligne de front. Là, voilà, c'est le même poste avec mon ami Slimane là, qui descend. Et voilà, voilà. Là, on est avec 3 jeunes combattantes kurdes. Elles sont kurdes turques, mais on est en Irak. Et elles ont entre 20 et 25 ans. Je ne sais pas si elles sont vivantes encore aujourd'hui, ça date d'un petit peu, j'espère, j'espère. Et là, juste derrière l'arbre, à 20 mètres, d'ailleurs, on voit derrière la tête de la fille à droite, on a un monticule de terre, celui que je vous ai montré tout à l'heure. On est à 30 mètres de la ligne de front. Et ce jour-là, donc, il y avait des tirs assez puissants qui arrivaient avec de la 12-7, donc c'est la d'Achaka, comme on l'appelle, la maîtrise lourde. Et elle me disait, non, non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, Olivier, tu restes là, finis ton thé à la menthe, on va y aller après. Je dis, vous n'avez pas peur? Pas du tout, parce que eux, les combattants de Daesh, ont très peur de nous, les femmes. S'ils sont blessés par nous ou tués par nous, ils ne pourront pas aller au paradis. Et ce sont des vaillantes guerrières, mais c'est même plus que ça. Et pour répondre à votre question sur cette passion pour le Kurdistan, moi, ça fait 30 ans. Je crois que ça fait 30 ans, pratiquement jour pour jour, j'y vais. La première fois que je suis allé, c'est il y a 30 ans, en février 91. Et je n'ai eu des cesses que de retourner pour mes livres, mes reportages, ou éventuellement pour un film, et aussi pour un roman. Et donc, je suis fasciné par, comment dirais-je, cette propension des jeunes femmes et des jeunes hommes à défendre leur démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme, mais aussi d'être rempart
pour nous, en Suisse, en France, pays occidentaux, contre Daesh. Les Kurdes que vous voyez là ont perdu 13 500 des leurs, je ne parle même pas des blessés, 13 500 morts, là, dernièrement, donc sur les dernières années, pour lutter contre Daesh, en Syrie et en Irak. Et donc voilà, ces Kurdes ne comprennent pas que les Occidentaux, enfin Trump en l'occurrence, les a abandonnés en octobre 2019. En tout cas, il faut continuer à défendre nos amis kurdes, c'est très important pour la démocratie. C'est l'objet de mon livre que je viens de publier, Si je t'oublie, Kurdistan. Voilà, aux éditions de l'Aube, exactement. Et une question de Jeanne aussi sur Facebook, face à toutes ces images et face... Alors, on voit les expériences depuis plus de 30 ans que vous avez pu faire aux frontières sur des fronts. Et elle dit revenir des frontières, c'est les porter avec soi. C'est comment de revenir, cher Olivier? Ah, ah oui, c'est une bonne question. Là aussi, on en revient un peu fracassé parce que, bon, évidemment, ce ne sont pas des frontières faciles. On va peut-être parler de l'Amazonie aussi. L'Amazonie, ça m'a vraiment marqué parce que c'est presque une entité à part entière. C'est presque un pays, l'Amazonie. En fait, c'est représenté par 8 nations, dont une nation européenne qui est la France, avec la Guyane française, et sur 5 millions de kilomètres carrés. Mais il n'y a pas de frontières. Les routes, non pas des routes, mais des rios, en fait, des petites rivières, des cours d'eau qu'il faut remonter en pirogue. C'est très compliqué. C'est très cher aussi. Le litre d'essence peut coûter jusqu'à 6 euros, parce que tout s'achemine par pirogue. Et puis, il n'y a pas de loi. Grosso modo, c'est un western sans le shérif. Et même en Guyane française, qui appartient à la France, pays des droits de l'homme, on fait à peu près ce qu'on veut dans la forêt sur ces 200 000 km², région, grande comme le Portugal, et habitée donc par 200 000 personnes. Et ça m'a marqué parce que, évidemment, là, on vit des expériences fortes avec les garimperos, les ouvriers de l'or, qui ne sont pas les trafiquants. Les trafiquants sont au-dessus. Eux sont dangereux, eux sont nuisibles. Mais le garimparo, c'est un ouvrier de l'or, comme on dit en portugais, en brésilien, et donc essaye de gagner sa vie. Et donc, oui, on en revient très souvent fracassé parce que voilà, et on ne sait pas si on va y revenir. Bon, il y a eu les guerres, il y a ce qu'on peut raconter dans un livre ou un reportage ou un documentaire, et puis après la vie continue et c'est normal. Il y a non pas une indifférence, mais une banalisation de la violence, hein, la banalité du mal, comme disait Hannah Arendt. Et donc on s'y habitue. En même temps, humainement ou éthiquement, on peut s'effondrer. Je pense que ça vous impacte énormément, émotionnellement, humainement, enfin, tout simplement, quoi. Et on a même fait un film avec un ami autrichien, Michael Haneke, qui s'appelle Con Inconnu. Hein, c'est mon histoire de reporter. À l'époque, j'étais reporter de guerre. Je n'étais pas écrivain à plein temps, qui revient, et c'est vrai, qui est non pas violent physiquement, mais qui est perturbé dans sa tête. Voilà, c'est pas évident. En même temps, bon, il y a deux choses qui me sauvent. Hein. Il y a deux thérapies. Il y a l'écriture de livres tous les soirs ou tous les matins. Je suis plutôt un matinal. Et puis un bon verre de Bordeaux le soir. Voilà. Ah, c'est bien. Ça éloigne le docteur. Mais on ne peut pas s'imaginer. Et d'ailleurs, je reviens à la question précédente aussi, c'est que le roman, enfin la question de Fabienne, voilà, le roman vous transcende, le roman vous porte, le roman vous permet d'ingurgiter le réel et de le recracher littéralement. Pardon de ce terme, mais c'est ça. Et de le sublimer, voilà, de l'expliquer, éventuellement de l'embellir, mais pas que. Et donc, en tout cas, pour moi, c'est une fonction thérapeutique certaine. Je n'écris pas pour ça, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça m'a sauvé, ça c'est certain. Et vous y retournez. C'est quoi la prochaine destination? Alors, la prochaine destination, il y a le Caucase, il y a l'Himalaya à nouveau. J'en reviens pour un livre qui va paraître cette année dans la collection Terre humaine, la collection des ethnologues, qui est plutôt un livre de réflexion sur la mondialisation vue à travers l'Himalaya et ce petit royaume annexé au Népal qui s'appelle maintenant le Mustang. Et on est à 4000, 5000 mètres, et donc ça vous permet par la lenteur d'en faire l'éloge, l'éloge du temps qui est ramassé, le temps qui est dilué. Et c'est magnifique, mais en même temps, vous avez une vue sur le monde quelque part, parce que c'est l'Himalaya, et c'est vraiment une vue très modeste, parce qu'on n'est pas au sommet de l'Everest, on est encore à 4000, 5000. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'être avec les Tibétains, d'être avec les Mustangais, les Népalais. Et là, on est fragile, parce qu'évidemment, on est soumis à toutes les péripéties, les intempéries, les éboulements, les avalanches, on n'est rien sans les autres. Et c'était une source de réflexion. Donc, je vais y retourner, Népal et Bhoutan cette fois-ci, qui est ce petit royaume à l'est du Népal, qui a inventé le principe extrêmement
bénéfique du BNB, le bonheur national brut, avec le roi du Bhoutan. Et voilà, mais bon, évidemment, avec le confinement, c'est pas évident. Et je suis surtout en ce moment à la fois sur ce livre qui va s'appeler Le Royaume de la Lumière chez Terre Humaine, puis à la fois pour un roman qui portera sur la guerre. Et du coup, ce serait quoi la dernière frontière, votre dernière frontière? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à explorer quelque part? Ou est-ce que, voilà, c'est la mort, la dernière frontière, peut-être quelque part? Ah oui, 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 mais la mort, vous savez, quand on la côtoie régulièrement, Ouais. on n'a pas très peur. En tout cas, j'ai peur la mort pour les autres et j'ai pas peur de dire que j'ai peur sur le terrain. Voilà, on va le dire comme ça, parce qu'il faut être, comment dirais-je, en connexion avec les gens. Et pour revenir à votre question, la dernière frontière, bah, elle est en nous. Elle est en nous. Moi, je ne voyage depuis des années, depuis l'enfance, que parce que voilà, je suis en quête de quelque chose, de ce dialogue, de cette péréquation entre les autres et le nous, entre le grand dehors et le grand dedans, qui est magnifique, mais le grand dedans ne peut aller qu'avec le grand dehors. Je pense qu'on doit être tous connectés avec l'humanité, sans naïveté aucune, mais avec fraîcheur, mais avec candeur. Il faut ouvrir ses yeux, il faut ouvrir son cœur. On fait partie de la même fratrie, en fait, hein, même si l'homme est abominable, comme disait mon maître Jack London, et éventuellement mon ethnologue, quand j'étais en 2A d'ethnologie, François Héritier, l'homme est la seule espèce animale qui est capable de tuer sa femelle. Malheureusement, il y a ça. Mais justement, en faisant acte d'humilité et de modestie, et surtout respectons le nid, parce que l'homme est capable aussi de détruire son nid, ce qui est aberrant. Aucun animal ne fait ça. On détruit son nid, enfin au sens environnemental du terme, évidemment, et l'homme détruit euh, son habitat, détruit son environnement, détruit ce qu'il va léguer aux générations futures ou à la génération future. Et je crois que là aussi, la littérature, le roman, peuvent permettre à prendre conscience davantage de cela. Ouais, c'est d'ailleurs les peuples premiers en Amazonie qui disent qu'il faut faire chaque acte en pensant à 7 générations plus loin. Qu'est-ce que tu laisses pour les 7 générations à venir? Et ça, c'est assez probant. Et ça rejoint un peu la question de Alexandre sur YouTube, j'en profite. Quels sont vos conseils pour dépasser les limites linguistiques et autres barrières culturelles afin d'établir le dialogue? Oui, alors il faut bien sûr essayer de parler quelques langues, c'est important. J'en ai appris quelques-unes, quelquefois je parle très très mal d'ailleurs, mais on a une interface qui est un accompagnateur, un ami, ce qu'on peut appeler aussi un fixeur quand on fait un livre ou un documentaire de télévision ou même de cinéma. Là, en Amazonie, j'en ai fait un film de cinéma avec mon équipe, on en est très content. C'est un film très militant, on va dire, sur l'écologie. Et lui, qui est un Amérindien, est l'un de nos fixeurs, un Amérindien donc à la frontière du Suriname. Et ce qu'on voit, c'est une mine d'or devant. Vous voyez, c'est tout éventré. On a tout fait tomber, etc. Lui était lui-même effondré littéralement. Et derrière, vous voyez un village de chercheurs d'or qui a besoin d'or pour vivre, mais aussi d'une église. C'est le paradis des pasteurs évangéliques. Et malheureusement, là aussi, je dois le dire, de femmes, la femme est considérée comme une marchandise. La prostitution, avec des femmes qui arrivent avec des ambitions d'être cucinera, comme on dit en portugais, cuisinière, cantinière, en fait, elles se prostituent, elles tombent dans le cycle de l'or, et c'est dramatique. Et donc, pour répondre à la question d'Alexandre, oui, évidemment, on ne va pas parler toutes les langues du monde, hein, le bahasa indonésien que j'ai appris ou le swahili, mais ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes interfaces, donc des accompagnateurs ou plusieurs qui vous expliquent, qui vous traduisent, qui deviennent des amis aussi. Et voilà, pour moi, ce sont très souvent des personnages de romans. Là, on voit d'ailleurs les chercheurs d'or. Ce sont des personnages que je retrouve. Là, c'est l'affiche du film dont je parlais tout à l'heure, qu'on a sorti, qui a été présenté d'ailleurs hors compétition à Cannes et dans pas mal de festivals. Et voilà, ça, c'est le film de cinéma Curse for Gold en anglais, La fièvre de l'or en français, qui est un film avec toute mon équipe. Et là, voilà, un homme aux frontières, un pêcheur brésilien qui dit, il montre le ciel et il dit, c'est vraiment en live, comme on dit, on était avec la caméra. Il a dit tout de suite, oui, je suis un chercheur d'or, maintenant je pêche du poisson, mais il y a du mercure qui sert à aimanter l'or qu'on met dans l'Oyapock, qui est une des rivières de l'Amazonie, et on est en train de détruire les paradis. Puis il me montre, voilà, l'homme détruit son paradis. Ça doit être le titre du film, tu détruiras le paradis, puis on en a changé. Mais pour répondre à la question d'Alexandre, ce qui est important, c'est de chercher des nouvelles frontières, donc en soi et pour les autres. Et je réponds aussi à la question précédente pour finir, barrière linguistique ou pas, il y a cette dimension humaine de l'aventure.
Et l'aventure pour les autres, l'aventure humaine est vraiment formidable. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de quelqu'un ou d'être lié à une expédition. On va être dans le Guinness Book parce que tout d'un coup, on va dévaler l'Everest en patin à roulettes. Ça, c'est jamais fait. C'est pas intéressant. Bien que je ne critique pas les exploits, mais l'exploit qui n'a pas de valeur symbolique, qui n'a pas de rapport avec l'historique des populations locales ou de contact avec les autochtones, pour moi, n'est pas intéressante. La seule aventure qui vaille, c'est vraiment ça. Je vais vous montrer par exemple une photo d'une autre aventure sur le Baïkal, 70 cm de glace l'hiver, moins 30, moins 20 degrés, avec des amis guides haute montagne, pas trop loin de Genève, de Chamonix et d'ailleurs. Moi, je suis passionné de montagne. Il y avait 3 guides, 2 Français, un Russe et moi passionné de montagne, et puis des aveugles. Et quelques aveugles et malvoyants, voilà, Nicolas et Alice, malvoyants, mais très, très malvoyants, et qui ont fait une expédition extraordinaire sur le Baïkal. On est à l'entraînement dans les Alpes. Et ils n'ont jamais eu froid, des chiens de traîneau sur le Baïkal, parce que c'était une aventure humaine. Et il y a ce côté mental, collectif, individuel d'abord en préparation en amont, puis deuxièmement collectif. Et voilà, pour moi, c'était une découverte. Je connaissais un peu la Russie, j'y suis allé, j'ai même écrit sur la Russie, mais là, pour moi, ce sont eux qui m'ont montré donc finalement ces confins, comme l'autre expédition au Mustang avec un autre aveugle. Voilà, on est en montagne à 4000, 5000 mètres. Ce Mustang dont je parlais, qui va faire l'objet d'un livre, Le Royaume de la Lumière, on est aux confins de la Chine est juste derrière les montagnes. C'est un Tibet, pour faire le résumé, sans la Chine, sans la répression des Chinois. On enseigne le bouddhisme tibétain, on enseigne la langue tibétaine, on entretient des relations sociales non surveillées par des caméras chinoises. Et voilà, donc tout ça avec un aveugle qui s'appelle Gérard Muller. Et c'est lui, Gérard, qui est au fond là, du champ, qui m'a expliqué finalement son Mustang qu'il avait connu lorsqu'il était encore voyant, parce qu'il a perdu la vue il y a quelques années. Donc pour moi, je rêvais d'aller, ça c'était aussi pour répondre à la question précédente, un Graal pour moi. C'était un rêve d'enfant que d'aller au Mustang qui était fermé pendant des années. C'était un royaume totalement donc scellé et interdit aux étrangers. Et là, donc j'ai pu le découvrir. Les permis de trekking sont assez chers, mais j'étais censé expliquer à Gérard, mon ami, les paysages qu'on voyait. En fait, c'est lui l'aveugle qui m'a expliqué. Voilà, ça c'est une aventure humaine, c'est une aventure sensorielle, une aventure de dialogue, parce qu'il perçoit par l'intuition, par l'analyse, par l'ouïe, ce que pensent les autres. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes et moi, je voulais tourner mes dernières questions vers demain. Et ça rejoint aussi une question de Fabienne sur YouTube. Est-ce que c'est la même Fabienne? Je ne sais pas. Quels sont vos rêves d'espérance pour le monde à venir? Moi, mes questions tournaient aussi autour de la pandémie et des frontières en Europe, puisqu'effectivement, on est dans une situation assez particulière, espérons-la que temporaire, effectivement. Mais quelle est votre perspective, en fait, par rapport à l'Europe, par rapport aux frontières en général, à la lumière de la pandémie, mais pas que, en fait, pour la suite? Oui, alors moi, pour répondre à la question, l'espérance, déjà, le rêve d'espérance, pour moi, le rêve et l'espérance sont liés. Ça s'appelle la Sehnsucht pour les romantiques allemands comme Goethe, c'est une sorte de mélancolie du lendemain, c'est-à-dire être, comment dirais-je, la rêverie contemplative qui peut conduire au spleen, mais c'est pas une nostalgie, ce n'est pas négatif, c'est pas une tristesse, c'est une appréhension du futur, du lendemain, et c'est ça l'espérance. Et je n'ai cessé de voir dans les pays en guerre que j'ai traversés, après avoir couvert une vingtaine de guerres, après m'être rendu en Syrie, où vraiment c'est un des pires conflits au monde actuellement, après avoir séjourné avec une quinzaine de mouvements armés, des mouvements de guérilla, j'ai toujours vu de l'espérance, pas chez tout le monde, mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'espérance chez ces peuples qui quelquefois n'avaient pas le choix que de rester dans les zones de guerre, mais qui voulaient aussi survivre. Et, et porter un héritage, porter une parole, porter un militantisme, porter un combat politique. Et je dirais que l'espérance est là. Et l'espérance, c'est aussi non seulement un monde meilleur politiquement, mais aussi un monde meilleur dans l'environnement. Et je crois que c'est très important pour la jeune génération que d'avoir cela en tête. Je pense que les jeunes sont très aware, très conscients de ces défis, de ces challenges. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais en tout cas, c'est aussi l'induction de cette force dont je parlais tout à l'heure, des acteurs non étatiques, de la société civile, sur le politique, qui va permettre aux politiques, au singulier, donc en fait aux acteurs institutionnels et élus, aux États, donc on va dire, pour faire court, d'agir sur l'environnement. Et voilà. Et puis deuxièmement, sur les frontières en Europe, alors d'abord, moi je ne fais pas l'éloge des frontières, mais en tout cas, les frontières existent, il faut les respecter.
Dès qu'on bouge un peu les frontières, comme j'en parlais tout à l'heure, avec cette première conférence de l'OUA, des chefs d'État africains en 64, qui ne voulaient pas toucher aux frontières pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore, dès qu'on les touche, c'est l'explosion. On l'a vu avec 2 cas en Afrique, ce sont des cas qui me sont chers, c'était la thèse l'objet de ma thèse d'ailleurs, c'est de droit international, c'est l'Érythrée. Il y a eu 30 ans de guerre, guérilla de l'Érythrée pour avoir l'indépendance contre l'Éthiopie, ça fait 300 000 morts. Et aujourd'hui, c'est une des pires dictatures d'Afrique, sinon la pire. Et le Sud-Soudan, qui a eu son indépendance en 2011, j'étais à l'époque ambassadeur, et j'ai vu ce qui se passait. En fait, c'est les Chinois et les Américains qui ont poussé les Sud-Soudanais à demander l'indépendance pour mieux préempter un tiers à la moitié de leur pétrole. Or, le Sud-Soudan fait partie des 11 plus grandes réserves, PPP, comme on dit dans le jargon pétrolier, prouvées, potentielles et possibles au monde, presque à égal du Koweït, de l'Arabie Saoudite, etc. Et pour répondre à votre question sur l'Europe, oui, alors c'est intéressant parce qu'on a à la fois un sous-ensemble ou des sous-ensembles flous avec des frontières ouvertes, Schengen, etc. Et puis en même temps, des limes, des confins qui ne sont pas vraiment définis, parce que c'est vrai qu'il y a des frontières molles, etc. Et l'Europe a du mal à avoir une diplomatie, une politique extérieure à cause de cette malléabilité, cette souplesse des frontières. Et pour avoir une entité digne de ce nom, il faut avoir des frontières, etc. Mais je pense que les frontières pourront peut-être se refermer. C'est pas impossible, en tout cas pour des raisons sanitaires, on le voit bien, il y a des contrôles évidemment, donc on se réapproprie les espaces douaniers antécédents à Schengen en particulier. Donc en fait, on redélimite des frontières, au moins pour des raisons médicales et sanitaires et pour une durée temporaire. Mais il est possible aussi que certaines zones, je parle surtout de l'Europe de l'Est, avec la Hongrie, la Pologne ou la Slovaquie, redéfinissent des conditions d'entrée ou de sortie de leur territoire. Mais en tout cas, c'est là on voit qu'une entité à 27 est très compliquée à gérer. Elle était beaucoup plus simple à 12 ou à 16. Et encore une fois, à partir du moment où il y a des frontières très définies avec un consensus sur la sécurité ou la porosité, l'élasticité des frontières qui soient homogènes, que ce soit la frontière belge ou la frontière grecque, la frontière espagnole, la frontière de Lettonie, à partir de là, on peut avoir une approche, y compris sur les flux migratoires. Et il faut bien distinguer en plus la question des frontières de la question migratoire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on a une frontière qu'on va endiguer ou permettre la frontière. Regardez ce qui a été, c'était une absurdité en politique, en économie, ce qu'a voulu faire Trump. Il n'y a rien de plus unique parce qu'en fait, ce qui se passe avec la frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est qu'on a jusqu'à 1,5 milliard de dollars par jour d'échanges des deux côtés de la frontière. On a une vingtaine au moins de villes jumelles, San Diego et Tijuana en particulier. Donc, ce sont des villes accolées. L'économie mexicaine travaille pour l'économie de la Silicon Valley, l'économie américaine en général. Donc voilà, fermer les frontières comme a voulu le faire donc le président Trump est une hérésie au sens même de l'intérêt américain. Donc voilà, je crois qu'il y a une définition des frontières qui est importante, y compris au niveau de l'Europe, et elle est toujours en cours. Merci beaucoup, Olivier. Il est 19h33, donc nous avons dépassé de 3 minutes. Ça ira très bien. Merci vraiment beaucoup. Vous avez apporté un éclairage tout à fait unique, très riche d'expérience. On sent vraiment toutes les années passées à parcourir les frontières, les pays et à connaître des gens incroyables. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence, qui ont posé des questions également. Merci beaucoup. Merci à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser cette conférence, évidemment. On vous donne rendez-vous pour la suite du cycle. On aura notamment Ronald Rael en juin qui parlera d'une installation qu'il a posée sur le mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, c'est très intéressant. Et sur les questions du populisme, on aura un photographe aussi, Christian Lutz, en mai, qui nous parlera de la montée des populismes en Europe, justement, et de la question des frontières en Europe à ce niveau-là, entre autres. Donc, suivez notre programme de toute façon sur notre site internet. Et j'aimerais vous quitter avec un petit mot tiré toujours de votre livre Frontières aux éditions Paul Bert, que j'invite nos auditeurs à lire. Et c'est une citation qui suit: au commencement de toute civilisation existe une frontière. Au commencement de tout rêve existe la transgression de la ligne. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous.